Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent. Mais après, je pense qu'on choisit tous un peu nos carrières parce que ça répond à des trucs psychologiques. Tu vois, moi, pourquoi j'aimais faire l'imbécile quand j'étais petite? Peut-être parce que c'était la manière d'attirer l'attention de mon père, tu vois, et peut-être parce que ma mère a été en burn-out parental et que l'ambiance a été nulle. Donc moi, j'étais là, hey, tout va bien, regardez, une blague. Mais enfin, depuis le temps que vous me le demandiez, Camille Lorente est dans Les gens qui doutent. Mais oui, la merveilleuse Camille que vous connaissez probablement via ses vlogs sur YouTube, via le podcast 4 quarts d'heure, son spectacle, son passage dans Comedy Class ou encore via ses chroniques France Inter. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup et qui me fait énormément rire. Donc sans surprise, je trouve cet épisode extrêmement rigolo. D'ailleurs, le titre a failli être 100% des gens morts ne font plus rien. Comme quoi, voilà, la sagesse, ça ne s'invente pas. On a parlé, durant cette petite heure 20, de discipline d'écriture, de sa période un peu le cul en deux chaises entre YouTube et le stand-up, du fait que les blagues, c'est de la vulnérabilité avec un petit chapeau pointu, de sobriété et de comment voir qu'on a un problème avec les substances, de ne pas du tout se sentir adulte et de pêcher des têtards. J'espère que ça vous plaira. Est-ce que tu peux parler? Oui, bonjour, c'est Camille Lolo, alias Camille Lorente. J'ai bu 2 cafés ce matin, voilà, je viens de manger un petit croissant. Et Fanny Ruet sans gluten apparemment, donc elle me laisse avec... Avec 17 croissants. 17 croissants sur les bras. Voilà. Non, j'en défoncerai un après, t'inquiète. Très bien. On est vendredi matin, 31 janvier. Oui, mais très tôt. Il est très tôt. Il est tôt pour une humoriste. Oui, c'est vrai, j'avoue, je suis désolée de t'avoir fait lever c'est à pas l'aube. grave. À l'aube. T'as fait tes 10 petites... heures. Oui, 30. C'est vrai, faux. Est-ce que t'as fait tes petites pages du matin? Eh ben oui, figure-toi, non, j'ai commencé dans le métro, j'ai écrit une page. J'ai pas pu chez moi parce qu'il y avait mes petites sœurs là chez moi. On est rentrés de vacances tout ensemble hier. Et voilà. T'as écrit quoi? Enfin, quel thème? J'ai écrit que ce matin, j'avais l'impression que c'était le début d'une nouvelle vie, là. Waouh! Mais moi, j'aime trop... I want to know everything! Non, mais pour aucune raison, tu vois. Juste un feeling de... Ah, ce mois de janvier est fini. Là, je rentre de vacances, donc c'est comme si, je sais pas, j'ai l'impression d'un nouveau cycle. Là, je vais repartir bientôt pour la tournée et tout. Je sors d'une relation aussi. Ah non, c'est fini? Ouais. Oh no, babe! Et oui, on exclut dans Les gens qui doutent. Oh non, il faut que je sorte l'épisode demain avant que tout YouTube le sache. Ah non, putain, à chaque fois que t'en parlais, c'était trop bien. Ah ouais. Mais j'ai pas menti, hein. C'était la vérité, mais il y a eu d'autres côtés plus sombres et irrémédiables, apparemment. Problème, c'était toi. Oui. Eh ben oui, tu as très bien cerné. C'était vraiment moi le problème. Et ça... On en parle ou bof? Je sais pas. Vas-y, tu veux savoir quoi? Je sais pas, est-ce que ce qu'il y a eu comme problème chez toi, c'est un peu un pattern et à chaque fois tu te dis, ah ouais, ça va me suivre longtemps. Non, de mon point de vue, le problème, c'est que l'autre pense que c'est moi le problème, tu vois. Parce que c'est jamais... problème. On est tous dans ta team, ok? C'est lui le problème. Non, mais c'est jamais que l'un ou l'autre le problème. Rarement, quand même. Si, alors, hors relation violente, toxique et d'emprise psychologique, tu vois, mais dans le cadre relation, entre guillemets, saine, ouais. C'est jamais la faute que de un, quoi. Oui, bah souvent, c'est un peu un truc de... On n'est juste pas sur la même ligne et on se croisera jamais, juste, quoi. on est 2 personnes, quoi, et viens, on prend ça en compte et on s'allie pour aller de l'avant face au problème, tu vois. Considérer que on est 2 face à un problème plutôt que c'est toi qui dois changer. Ok. Et du coup, on se sent comment? Ça va. Comme là, j'ai été en vacances et tout. Je pense que j'ai pas eu le temps encore de faire mon deuil. Mais ça va venir. Et j'avais trop de boulot aussi. J'étais là. Non, il y a des matins, je me réveillais, j'étais là. Non, mais là, aujourd'hui, je peux pas être triste, en fait. J'ai pas du tout les moyens d'être triste. Surtout si tu dois faire des blagues le soir, quoi. Ouais. Car c'est très compliqué de faire rire en pleurant, le saviez-vous? Ah ouais, tu l'as déjà fait? Enfin, t'as déjà été dans des périodes bad et tu t'as quand même fait rire? Bah, ouais, mais non, quand j'étais vraiment au plus bad du bad, je pouvais pas aller jouer, la vérité. Une fois, j'ai pleuré sur scène et c'était badant! Bah, imagine pour le public. Mais je pleurais d'émotion. En fait, en plus, c'était mes tout débuts du stand-up. Je gérais pas du tout. Je faisais que quelques scènes une fois par mois au plateau de Mademoiselle. Et donc, fallait que je vienne avec du nouveau texte tous les mois. Et j'annonce que je vais quitter Mademoiselle.
Et je sais pas pourquoi ça me submerge d'émotions, tu vois, je m'attendais pas. Et du coup, je me mets à verser des petites larmiches. Il y a Merwan Ben-Lazar dans la salle. Déjà, je suis terrifiée parce qu'il y a des gens plus forts que moi et moi, j'ai genre 4 mois de stand-up. Et après, tu sais, c'est l'ambiance où personne te parle après le plateau. Ah ouais. Et tout le monde... Alors que c'est vraiment le cadre. Enfin, c'est des gens qui suivent Mademoiselle. Évidemment qu'ils sont aussi émus que toi. Non, non, dans les artistes. Ah oui, dans les artistes, ça, ouais, ils sont moins dans la vibe Mademoiselle, quoi. Merwan a très peu écrit d'articles pour Mademoiselle. Quasiment pas, ouais. Ou c'était des sous pseudo, José l'obsédé. On sait pas que c'est lui. Le masque tombe. Ok, non mais ça va, ça c'est un cadre quand même, ça va quoi. Ouais, mais c'est pour pas dire, genre j'ai pleuré parce que j'ai parlé de ma rupture et en fait c'était tellement vrai que... Ah voilà. ouais, non, faut pas faire ça. J'ai entendu une fois, tu disais dans un podcast que t'avais écrit des trucs que tu trouvais vachement drôles et tout, t'as testé, et là t'as réalisé que c'était juste triste. Oui, mais souvent ça fait ça, non ? Ouais. Parce que, en tout cas, dans un livre sur le stand-up que j'avais lu, il disait, si vous prenez des sujets déjà drôles, c'est un peu triché, tu vois, si vous prenez le caca, le pipi, enfin bon, moi je trouve ça drôle, mais... Ça marchera toujours. Ça marchera toujours, le sexe, voilà. Et c'est ce vers quoi on va quand on débute, en général. Moi, au tout début, j'avais 30 minutes sur le cul, quoi. Et bref... Alors qu'aujourd'hui... Tu n'en parles plus. C'est tabou. C'est vraiment la moitié de mon spectacle, toujours, mais... Non, ça va. Mais oui, donc... Quand même, le vrai exercice, c'est de faire rire avec des trucs un peu pas drôles de base. Mais parfois, avant que ça devienne des blagues, ou parfois quand tu les dis aux gens, c'est là que tu t'aperçois. Ouais, c'est un trauma qui n'a pas encore été assez déguisé. C'est ça. Avec son petit chapeau pointu. C'est ça. Et parce que peut-être les humoristes, on a tellement l'habitude de cacher la vulnérabilité sous les blagues, on croit que ça se voit jamais, tu sais. Et là, les gens, ils sont juste, oh. Ah oui, c'est un peu triste. T'as eu ça sur quel thème, genre ? En fait, j'essayais de dire la misandrie, ça existerait si, à l'époque de la sédentarisation, on avait dit c'est les types à la maison, et j'essayais de retourner comme ça tout le sexisme. Et en fait, ouais, c'était juste un peu badant et pas super drôle. Ok, t'as arrêté... Parce que c'était la première fois que je le disais aussi, quoi. Ouais. Après, mais je l'ai jamais retravaillé depuis. Mais si je le retravaille, ça peut être gaulerie. Ok. Ça t'est arrivé aussi ? Ouais, mais c'était des trucs plutôt tristes, tristes. Juste 100% triste. 100% triste, ouais. En fait, non, j'essayais, mais je le faisais mal, c'était le début et tout, et j'essayais vraiment de faire passer des trucs tristes en mode, les gars, je rajoute un gag à la fin, ça va vous faire oublier les 6 dernières minutes. J'ai envie de mourir. Ouais, c'était vraiment genre je parlais de deuil, genre d'un enterrement d'enfant et tout, et je faisais une comparaison avec un concert de Beyoncé. Enfin, c'était, je vois l'idée. Genre en mode ouais, c'est tout petit, tu vois rien du fond et tout. Voilà, c'est ouais. Je vois l'idée, mais c'était un peu à la hache. Et à un moment, je me suis dit peut-être il y a des idées, elles vont aller ailleurs qu'en stand-up. Et donc ouais, c'est parti dans le roman, c'est parti machin. Mais ouais, il y a des choses des fois, il faut peut-être pas pousser quoi, si ça rentre pas. Oui. Voilà. Parfois, j'ai un peu ce défaut aussi de... Peut-être parce que j'ai été habituée à vloguer sur YouTube, à vouloir être trop vrai justement sur YouTube et à rien cacher, quoi. Et que parfois, j'arrive en stand-up. Là, récemment, je suis arrivée sur scène en disant, bon, moi, je viens de rompre. Et en fait, les gens, ils étaient juste là. Oh, et du coup, ça m'a tout cassé ma vibe derrière, quoi. Mais parce que, je sais pas, j'avais l'impression qu'il fallait être 100% honnête. Et en fait, non, faut être drôle, quoi. Il faut mentir à avant tout prix tout, quand sur même. scène. Non, mais faut quand même avant tout être gaulerie, quoi. Pas faire pitié. T'arrives à être vrai dans les vlogs ? Dans une certaine mesure, dans le sens où c'est quand même pas du 24 sur 24 et c'est monté et je choisis quand même, j'édite le truc, quoi. Donc, c'est quand même une facette de la réalité, c'est pas la réalité. Mais dans la mesure du possible, oui, j'essaie d'être honnête, quoi. Pas de faire croire tout va bien si tout va pas bien, en tout cas. Il y a des trucs, des thèmes ou quoi, où tu t'es déjà dit, vas-y, ça, ce serait objectivement intéressant, mais c'est trop intime. Oui. Oui, plein. Ou parfois, c'est trop... T'es dedans, quoi. Donc, t'as pas le recul d'une relation merdique ou... Il y a toute une relation merdique qui a eu cours pendant que je vloguais à fond et j'en ai jamais parlé dans les vlogs. Ou en filigrane, quoi. Des trucs de drogue aussi.
Et je n'en parlerai pas non plus dans les gens qui doutent, Fanny Rué. Vous allez me piéger. Ah non, on parle de ce que tu veux, on enlève ce que tu veux. Mais tu vas faire un vlog justement sur tout ce qui est addiction, sobriété. J'aimerais bien faire sobriété, ouais. Mais j'attends d'avoir un petit peu plus de sobriété sous le capot. 7 mois, ça me paraît énorme. Ouais. 10 mois de 10, drogue, 10. là. Et 6 mois sans alcool, mais là, j'ai repris un peu d'alcool, mais avec modération. Et plus de clopes. Ah ouais, t'as tout coupé d'un coup. Non, pas d'un coup, mais ouais, petit à petit. Si, alcool et drogue, alcool et drogue d'un coup. Ouais. Pourquoi ? Parce que j'en prenais trop, Fanny. Ouais, mais je trouve ça dur de voir qu'il y a un problème. Enfin, tu vois ? Ah ouais, mais j'ai mis 15 ans de bédo avant de voir qu'il y avait un problème quand même. Ah ouais, j'avoue. C'est pas venu du jour au lendemain t'as non un plus, âge quoi. d'adulte. J'ai vraiment Dans ma un tête, âge t'as 30 ans comme tout le monde. canonique. J'ai 35 comme les personnes âgées. Dur. Ouais, mais comment t'as capté qu'il y avait un problème en vrai ? Parce que à la fois, le problème avec l'alcool et la drogue, c'est que c'est à la fois un problème, à la fois vraiment une bonne solution, quoi. Bah, c'est une solution jusqu'à un certain point, quoi. En plus, moi, j'avais une consommation de cannabis, par exemple, très, entre guillemets, raisonnable, même si elle était quotidienne, tu vois. J'avais jamais fait ça m'empêchait pas de vivre, tu sais, parce que souvent, t'entends des histoires de gens qui fument 12 bédos par jour, et puis un jour, ils font une crise de dépersonnalisation ou un truc vraiment flippant, et ça leur met un électrochoc et ils arrêtent, tu vois. Mmh. Et moi, ça m'empêchait pas de vivre, j'avais pas trop d'effets secondaires, à part jusqu'à avant mon arrêt, où ma mémoire, ça allait vraiment pas du tout, quoi. Je me rappelais pas du tout de qu'est-ce que j'avais fait avec qui m'avait dit quoi, et ça devenait problématique, quoi. Okay. Ça avait l'air impoli, souvent. Est-ce que t'es drogué ou désagréable ? Comment savoir ? Oui. C'est gênant. Oui. Et donc, comment je me suis rendu compte aussi, parce que là, tu vois, c'est bien la mode de la santé mentale et de tout le monde a de l'anxiété, visiblement. Mais ça, on le découvre un peu, quoi. Et moi, j'étais là, bizarre, toute ma génération a de l'anxiété, mais moi, non. Bon, après, effectivement, si j'ai pas de shit, je pète un câble. Donc, peut-être que là, il y a un problème. En fait, je me suis dit, en fait, si t'as besoin de ça tous les jours, c'est sûrement qu'il y a quelque chose sous le tapis. Alors que jusqu'à maintenant, je me disais, non, mais j'ai pas besoin d'un psy. Moi, ça va, tu vois. Moi, ça va. T'avais pas de psy avant ? Non. Je disais, moi, ça va. Tant que j'ai du cannabis, quoi. Ok. Si j'en ai pas, par contre, ça va pas du tout. Ah ouais. Et du coup, quand t'as arrêté du jour au lendemain ? Ou t'as réduit quand même ? Non, j'ai pas réduit, mais j'ai fait la thérapie. Il y a plusieurs choses qui se sont passées entre-temps, quoi. Oh, mais physiquement, du moment il y a où je quand me même suis dit, il y a un problème jusqu'à l'arrêt. Et physiquement... Non, je pense que c'est surtout une addiction psychologique. Hein. Ouais, j'ai pris de la mélatonine pour dormir, mais là j'en prends plus et j'ai pas de problème pour dormir. Et j'ai fumé du CBD au début, parce que je fume encore du tabac, donc je faisais des joints de CBD. Ok, comme ça t'as quand même ton petit réflexe, ton petit truc où tu te poses. Ouais. Okay. Mais en fait, ça m'a pas trop... Ouais. Après, je suis allée à des groupes de parole aussi. Enfin, j'ai investi. Hein. Ah ouais. Ouais. Ok. Et ça t'a aidé à comment ? Les groupes de parole ? Ouais. Bah, je pense... Moi, je me disais, je peux arrêter, mais s'il y a 30 personnes qui m'enferment dans une pièce et qui me surveillent, quoi. Ah, c'est niche, hein. Parce que en fait, c'était la définition du groupe de parole, tu vois. Où t'es 1 heure dans une pièce avec d'autres gens et... Bah, au moins pendant cette heure-là, tu vas pas consommer, quoi. Mais dans l'idée. Et ça aide parce que c'est donc des gens en cercle, là, qui partagent leurs témoignages, tu vois, librement, quoi, de ce qu'ils ont envie de dire. Personne rebondit sur les trucs des autres. Juste écoute. Et donc, ça t'aide... Mais déjà, ça t'aide, genre, de reconnaître que t'as un problème de dépendance. Donc, il faut le traiter, quoi, tu vois. On peut lutter contre ce qu'on peut nommer, quoi. Et après, ça t'aide de t'identifier aux histoires des autres gens. Et ça t'apporte un vrai soutien. Parce que souvent, les drogués, on a un problème de connexion, tu vois. Et là, tu trouves de la connexion dans ce groupe. Pourquoi un problème de connexion ? Bah souvent, moi, je trouve que quand on a de la difficulté à créer de la connexion avec les gens, de la difficulté relationnelle, on va créer de la connexion avec un produit, quoi. Tu vois ? Ah putain, j'avais jamais vu ça comme ça. Ouais. Ça explique énormément de choses. Ok. Et t'arrivais à... Tu fumais quand tu sortais avec des potes et tout ? Je fumais tout le temps, franchement. Ok.
Oh. Et comment t'as fait pour refaire ces choses-là en étant sobre? Parce que moi, je vois bien les quelques fois où je me dis, vas-y, j'arrête de boire, j'arrête de fumer et tout. Je me fais chier et j'ose même plus aller faire des trucs parce que je sais que je vais me faire chier. Je suis beaucoup moins... le cannabis, c'était vraiment chez moi, donc... comment dire, j'ai eu quand même le CBD, tu vois, qui m'a fait pallier pour le joint du soir, quoi. Je crois pas que j'ai fumé du CBD dès le matin parce que j'étais tellement déter dans ma sobriété, je sais pas comment te dire. Et l'alcool, je suis beaucoup moins sortie quand même, dans un premier temps. Je suis beaucoup moins sortie. Et après, j'ai bu des bières sans alcool. Mais ouais. Mais le problème initial, c'est de se faire chier, quoi. Parce qu'on n'est pas censé se faire chier dans la vie, quoi. I know. Enfin voilà, c'est parce qu'on se fait chier qu'on consomme, mais peut-être le jour où tu te feras plus chier, ce sera facile de pas consommer. Ouais, mais c'est hyper dur. T'arrives à pas te faire chier, toi? Ouais, maintenant ça va, franchement. Depuis ça? Je sais pas si je fumais parce que je me faisais chier, c'était plus pour calmer, je pense, de l'anxiété ou de la tristesse. L'anxiété que tu n'avais pas? Non, que je n'avais pas du tout. Moi, je serais redescendue, Peaceman. Mais pas tellement parce que je m'ennuyais. Et pareil, l'alcool, c'était plus pour décharger un truc d'émotions pas traitées de toute la semaine, tu vois. Même aujourd'hui, je le sens, les moments où j'ai envie de boire, c'est parce que je suis triste ou parce que je suis en colère ou parce que j'ai envie de m'oublier, quoi. Maintenant, je bois en conscience. Mais c'est pas tellement c'était pas tellement pour m'amuser ou pour comment? Ouais, parce que je m'ennuyais. Si, alors après, par contre, t'arrêtes de traîner avec des gens avec qui tu traînes. Que ça, en fait. Parce que sinon, comment dire? Oui, il y a eu un groupe de gens avec qui je traînais. Si je consommais pas, je me faisais royalement chier. Ça, c'est sûr. Mais du coup, t'arrêtes de traîner avec eux, quoi. Tu leur as dit coucou. Coucou les amis. Sobre, je vous aime pas tant. Vous êtes vraiment super quand je suis dans un état second. Et du coup, maintenant, l'anxiété... ça va mieux, la thérapie, ça m'a bien aidé quand même. Ouais. Mais franchement, et aussi, je pense que le cannabis entretenait beaucoup mon anxiété. En fait, du jour au lendemain que j'ai arrêté, mais vraiment le jour d'après, j'ai plus ce truc-là de nœud dans le bide, de vague truc dans le fond de ta tête, là, qui... On dirait qu'il y a urgence alors que c'est juste le matin et que tu dois te faire un café, tu vois. Et le premier jour sans cannabis, j'avais plus ça. Et j'ai plus eu ça depuis. Donc, je pense que le cannabis entretenait beaucoup le truc. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a décidé à arrêter? Tu disais les problèmes de mémoire, mais je trouve ça dur de prendre conscience qu'il faut arrêter, alors que c'est un peu un confort, surtout si tu fumes depuis 15 ans. C'est une habitude, c'est un confort. Oui, puis pendant un temps, je me disais, c'est bon, quoi, chacun sa béquille, chacun son soma. On va pas dire aux diabétiques, arrête, hein. L'insuline, là, c'est trop. Dis donc, t'as l'air vachement dépendant, là. Ta petite pipette, là. Non, mais pendant un temps, oui, je me disais ça. Je me disais, c'est bon, chacun a besoin d'une béquille. Et après, je me suis dit, quand même, je sais pas ce qui m'a poussé, c'est de me dire aussi, je me suis jamais connue adulte pas fonce-dé, quoi. C'est vrai, tu vois. Et du coup, je me disais, qu'est-ce que ça donnerait? Ce serait bien. Mais surtout, j'avais l'intuition qu'il y avait quelque chose sous le tapis, qu'on n'avait pas besoin de fumer tous les jours par hasard, tu vois. Il y avait quoi? Il y avait beaucoup de tristesse, d'anxiété, de vieux trucs, tu vois. Ouais, que j'ai traité, quoi. Que j'ai déposé petit à petit chez le thérapeute. Tu jouais à défoncer? Oui. C'est dur parce que je pouvais reculer l'heure du premier bédo, mais bon, 18h, ça commençait à picota, quoi. Ah ouais. Et l'heure du premier bédo, un peu incompressible, c'était l'heure du premier plateau. Et donc, il y a des fois... Mais je faisais des sticks légers, quoi. Où j'essayais, ou parfois juste j'essayais de pas fumer parce que c'était quand même pas très idéal. Hein. Donc ça aussi, c'était très conflictuel, le stand-up et le bédo, ouais. Parce que l'heure de fumer, c'était l'heure de jouer, quoi. Ça, c'était un problème. Surtout si ça altère la mémoire, c'est compliqué, quoi. Ouais, pas trop pour les textes, mais c'est vraiment pour les pauvres gens autour, quoi. Genre un pote qui dit dans un apéro, j'ai vu tel film et tout, et... Moi qui manque de dire putain moi aussi, et en fait je me rappelle last minute qu'on était ensemble au cinéma, quoi. Tu vois, des trucs flippants comme ça. Ouais, pas cool. Ok. Tu stresses beaucoup moins qu'avant maintenant pour le stand-up? Avant tu faisais des petits blackouts et tout, des familles là? Oui, beaucoup moins qu'avant. Pourquoi t'avais ça au début? Parce qu'on est nuls au début, quand même. Oui, évidemment. Oui. Mais c'est dur à accepter. C'est dur d'être nul devant les gens, quand même. Il n'y a pas beaucoup d'art où on est obligé d'y aller pas prêt.
Ça, c'est dur le stand-up pour ça quand même. Genre bon, t'es nul, mais en fait le seul moyen de devenir bon, c'est de le faire en conditions réelles. Donc vas-y, viande-toi, be my guest. Mais tu te viandais même pas. Comment ? Tu te viandais même pas. Si, parfois je me suis viandée, mais bah ouais, il faut un petit temps quoi pour apprivoiser tout ça. Parfois ouais, je stressais dès le matin de savoir que j'avais un Paname le soir. Aussi parce qu'on me mettait sur des scènes, peut-être parce que j'avais un peu de fololo ou je sais pas, ou parce que j'étais pas si nul. Mais du coup, j'étais sur des scènes avec des gens très expérimentés et c'était terrible quoi. L'angoisse de plus d'être jugé par mes collègues que le public finalement. Ça te travaille toujours beaucoup le regard des autres humoristes ? Non, ça va de mieux en mieux. Non. Puis en vrai, les autres humoristes, ils s'en battent les couilles et ils sont gentils, tu vois. C'est surtout toi qui es en train de te foutre la pression. Ouais, il y a un peu une parano de ils vont penser ça de moi, alors que eux sont très occupés à se dire exactement la même chose d'eux-mêmes. Tout à fait. Mais t'arrives à avoir un peu un process d'écriture ou pas tant ? Pas tant. J'ai l'impression qu'on est beaucoup à fantasmer un rythme de moi je me lève, je vais dans un café, une heure, il sort des trucs, il sort pas des trucs. Et puis l'après-midi je peaufine. Qu'importe. Je réécris parce que l'écriture c'est important, mais la réécriture ça l'est encore plus. Ouais non, t'arrives à... Non, j'ai pas ça. Faudrait, parce que c'est sûr que la discipline ça a l'air super et qu'il faut se présenter devant la feuille. Je t'avoue, moi, la seule fois où j'ai fait ça pendant 1 mois et demi, j'ai jamais aussi bien taffé de ma vie. Ah, bah tu vois. Oui. Ce n'est pas un mythe. Mais c'était le mois d'août, quoi. C'était là pour ton deuxième spectacle. C'était août dernier. Et donc, c'est facile quand c'est en août et que personne t'écrit de mail parce que tout le monde est en vacances et que de toute façon, il n'y a rien d'autre à faire. Facile. Peut-être aussi parce que t'avais des choses... contenu et que là t'as pris le temps de tout mettre sur papier. Oui, aussi notamment. Puis de toute façon j'avais pas le choix parce que la tournée elle démarrait en septembre, donc il y avait un peu un truc de mur de démerde-toi, mais elle a fait quelque chose. Mais t'as eu des jours où, donc c'était quoi ta petite routine en août par exemple ? Ma petite routine c'était je me lève, déjà j'adore les calendriers, donc j'ai fait un calendrier, chaque jour je dois faire une tâche, genre c'est réécriture, c'est lecture, c'est écrire de nouveaux trucs et tout machin, répète et tout, et donc j'avais une tâche et je faisais ça toute la journée. Toute la journée, j'allais dans un café, je bossais toute la journée. Ah ouais, pendant 8 heures. Incroyable. Ouais. Et puis le soir, j'allais tester. Et puis après, je faisais du sport, je mangeais bien, machin. C'était vraiment quel athlète. Hyper militaire. Et vraiment, je n'ai jamais aussi bien bossé de ma life. Bah, tu m'étonnes. Mais la vie, elle est triste. Hein. Ah, c'est vite chiant. Hein. Là, ça veut dire que je buvais quasiment plus d'alcool, donc je voyais quasiment plus mes potes. Là, on se faisait chier. Hein. Ah ouais, c'était nul. Mais c'était super, mais c'était nul. C'est genre sur une petite durée, c'est top. Et comment t'as surmonté les jours où... Est-ce qu'il y avait des jours où il se passait rien, quoi, où t'avais pas d'idée ou pas envie ou... Bah à ce moment... Non, pas tant, parce que j'avais pas le choix. Enfin, juste je devais le faire. Et pas puis... le choix, ouais. Et puis, sinon, je faisais de la réécriture. Et donc là, t'as pas besoin d'avoir des nouvelles idées. Juste, tu dois bosser un truc que t'as déjà fait. Donc, tu pars pas de zéro. Je crois que c'est ce qui m'angoisse le plus, la réécriture. Ah ouais, lire des trucs nuls et dire c'est nul, allez non, ben ça je laisse en fait, je vais pas le... Pourquoi améliorer quand on peut juste laisser tomber? Oui. Je capte. Mais non, du coup, pas de process d'écriture. Du coup, t'écris sur des bouts de serviette et puis tu mets dans ta poche pour aller au Paname. Sur les notes de mon téléphone. Souvent, mes bonnes idées, elles arrivent tout emballées, quoi. Il n'y a pas trop besoin de... Tu vois, ça c'est beau quand ça tombe du ciel. Mais sauf que ça, bon bah voilà, c'est pour ça qu'il faut de la discipline, parce que ça tombe du ciel 3 fois par an, quoi. Mais ça suffit pas à faire un spectacle. Et là, ton spectacle, il est écrit, t'es en rodage. Oui. J'arrive bientôt à la forme finale. Ok. Comment tu le sais ? Parce que, enfin non, à la forme finale du mois de février, on va dire. Okay. Quoi. Mais parce que j'aimerais aussi, ça me fait envie quoi d'avoir un texte. Quand j'ai vu ton texte là bien imprimé avec les transitions en une couleur, le truc et Lavane en une autre couleur, magnifique table des matières. J'ai envie de ça et de plus justement me poser la question de qu'est-ce qui vient après quoi, et juste d'apprendre mon texte et de délivrer bien et de plus avoir mes notes sur scène aussi. J'ai encore ma setlist sur scène, comme elle bougeait tout le temps là ces derniers mois. Je la gardais avec moi, quoi. Et j'ai envie de pouvoir plus me poser ces questions pour être à fond dans la delivery, quoi. Et à fond avec eux. Pas à me dire qu'est-ce qui vient après. Et que tout soit bien fluide. Ça me fait envie. T'es longtemps resté le cul entre deux chaises avec le stand-up ? Un peu genre j'en fais, mais en même temps... C'est rien de le dire. Pourquoi ?
Je pense parce que ça me faisait très peur déjà. Et que... Ouais, ça me faisait très peur. J'avais d'autres possibilités professionnelles, tu vois. Je pouvais devenir aussi influenceuse travel sur YouTube. C'était une possibilité. Ah ouais. À un moment, j'ai eu ce truc-là. J'ai rencontré des influenceurs fous des voyages quand j'étais en vacances au Maroc. Il y a des vlogs sur ma chaîne. Et eux, ils faisaient que ça, bouffer, voyager, se filmer. J'étais là, mais pourquoi je fais pas ça, tu vois? J'ai 150 000 personnes qui me suivent sur YouTube. Je peux faire ça et belle vie, tu vois. Et j'arrête de m'angoisser tous les soirs à me confronter à des gens et tout. Donc, ouais, ça a été... J'ai beaucoup pendulé, quoi. En fait, dès que ça devenait vraiment trop dur, le stand-up, je remettais en question et tout. Mais bon, c'était les 2 premières années, on va dire. Là, t'en fais depuis combien? 5 ans? Ouais. Et je pense. Qu'est-ce qui t'a... En fait, j'ai l'impression que t'as toujours fait des trucs qui, en vrai, faisaient peur. Genre, YouTube, moi, je trouve ça terrifiant. Là, j'ai un vlog, ça fait 6 mois qu'il est sur mon ordi. Ah ouais? À moitié monté. T'as vlogué quoi? J'ai vlogué l'écriture du spectacle, justement. Ah, trop bien, mais moi, je veux voir ça. Et bah, écoute, j'ai 20 minutes à moitié montée. Oh là là. Salut la team, ici la Fanny du montage. Juste pour dire que depuis qu'on a enregistré l'épisode, ce vlog, il est sorti. C'est dispo sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, mettez la cloche, vous connaissez. Des bisous. Et mais je trouve ça terrifiant, déjà, de parler au premier degré. Quid, qui fait ça, pourquoi? Et puis, le fait que tu figes un truc, quoi. Et c'est terrifiant de figer quelque chose. Ah ouais? Au moins, stand-up, tu peux changer. Personne n'a de preuves, tu vois. Ah ouais, je comprends. Mais moi, j'aime bien faire des archives pour... après, tu regarderas et oui, ce sera figé dans le temps, mais... De toute façon, voilà, faut accepter que c'est qu'une facette et que les gens, ils auront pas... Toi, quand tu le regarderas, ça te ramènera tout ce que t'as vécu, tous les trucs que t'as pas dit dans la vidéo, mais... Ouais, mais alors, pourquoi ne pas le garder pour soi? Tu vois? Le fait de le partager, oui. Je trouve ça hyper vulnérabilisant. Ah bah ça c'est sûr, puis il y a un petit côté aussi, personne m'a rien demandé quoi, donc oui. Regardez, je me suis auto-interviewée, j'ai fait un reportage sur moi. C'est, oui. Au début quand j'ai fait des vlogs, moi j'étais beaucoup là-dedans, qui s'en fout quoi. Mais et en pourquoi fait je me rends compte là des années plus tard, mais les gens ne s'en foutaient pas du tout en fait quoi. Ça a marqué beaucoup de gens mes vlogs au Brésil et tout. Ouais, en fait, je trouve ça méga dur. Là, je regarde un peu des vlogs et tout, notamment d'humoristes en tournée, là, et je me dis, mais pourquoi ça intéresse les gens? Peut-être que c'est parce que moi, je connais, donc je m'en fous. Mais je me dis, mais quelle est la distinction, enfin, quelle est la frontière entre chiant et intéressant? Elle est très, très fine, en vrai, tu vois? Mais souvent, quand on est dans un sujet ou plus ou moins spécialiste d'un sujet, on a l'impression que c'est pas intéressant. Mais les gens extérieurs connaissent peu au truc, tu vois. Tu sais, il y a des gens qui nous demandent parfois à la sortie des spectacles si on improvise. Hein. C'est un nouveau spectacle chaque soir? Bah non, pas du tout. Ouais. Donc c'est intéressant, sors-le, moi ça m'intéresse, t'auras déjà une spectatrice. Allez. Je mettrai un pouce. Allez, trop bien. Mais d'ailleurs, c'est méga dur. Moi, je fais pas trop de YouTube et je me dis, ça doit être trop dur quand tu démarres une chaîne, de travailler le mieux que tu peux, de faire le truc le plus léché possible en n'ayant pas d'audience, parce que vraiment tu le fais pour toi, quoi. Moi j'avais déjà des follow t'avais déjà de Mademoiselle et tout, quand j'ai commencé, et c'était pas léché, hein. C'était plutôt lofi, hein. C'était vlog à l'arrache. Quand je regardais, tu peux toujours te comparer après à des gens qui ont beaucoup de moyens et une plus belle technique que toi et tout, mais oui, mais faut le faire. Si tu veux que ça devienne un travail, en tout cas, je me suis toujours dit, faut le considérer comme un travail. Quand j'ai commencé les vlogs, c'était toutes les semaines, et ben, je le faisais toutes les semaines, quoi. Et c'est comme ça que ça a pu devenir viable, je pense. Bon, j'avais déjà une base de following et tout, mais non, faut le faire du mieux qu'on peut. Parfois, c'est pas parfait techniquement ou quoi, on s'en fout, tu vois. Et moi, je me mettais vachement la pression là-dessus au Brésil. Et en fait, quand maintenant, des années plus tard, les gens me disaient « Ah, je suivais les vlogs au Brésil, c'était trop bien. » Je suis là « Ah bon, mais j'avais posé mon téléphone sur 2 livres et j'étais assise par terre dans un hostel, tu vois. Je trouvais ça nul quand il y avait Sorel Mort qui faisait des selfies en Islande. » Voilà. Et comment t'as accepté le fait, j'ai l'impression que c'est pareil pour les vlogs que pour le stand-up, d'accepter que quelque chose existe sans que ce soit parfait? Je trouve ça méga dur. Ah bah c'est horrible, hein. Okay. Surtout, je sais pas, moi je suis vierge en plus. Alors, je sais pas si on est très astrologie par ici, mais... Je n'y connais rien, mais je sais juste que les Verseaux c'est des connards. Ouais. Mon ex était Verseau du coup. Bah voilà, tous nos ex ils sont Verseaux.
Mais vierge, on est connu pour être un peu rigide et perfectionniste. Bah non, mais peut-être ça fait du bien aussi de pas être parfait, de se dire oh, allez, c'est pas fini, regardez ma bouse. Allez, c'est rien, demain ce sera une bouse un peu plus sculptée. Ouais, mais faut oser ça, je trouve. Et c'est pour ça que t'as été le cul de chaise un peu avec le stand-up ou le truc de tant que je m'y implique pas trop et que je dis pas que je suis stand-upeuse, on peut. Ouais. J'ai pas besoin d'être bonne du coup. Si je fais un peu ça sur le côté, quoi. C'est un hobby de bouse. C'est exactement ça. Moi, je fais mes petites bouses, c'est en amateur. Hein, je fais sécher ça sur le bord de la fenêtre, c'est pour moi avant tout. Oui, tant que j'avais. Puis. Oui, la peur me paralyse un peu, moi. Donc, tant que j'en faisais pas vraiment, j'avais pas vraiment besoin de le bosser. Donc, tant mieux, parce que ça m'angoissait terriblement d'écrire, justement, de me mettre devant une feuille et tout, machin. Et oui. Et j'allais dire un autre truc, mais je sais plus. Oui. Et qu'est-ce qui t'a fait accepter ces Comedy Class, qui t'a fait te dire c'est trop tard, maintenant c'est mon métier? Vraiment, c'est Comedy Class. De voir que je passe les étapes et waouh, j'arrive en finale, je suis la dernière meuf, je suis là, ah bah ça va, je suis un peu drôle quand même. Donc on a quand même besoin d'une petite validation extérieure avant tout. Apparemment. Oui. Ok. Mais là, je me suis dit, ah oui, quand même. Puis... Ah, quand même, ça fait 5 ans que j'en fais, en fait. Ah, quand même. Aussi, dans le process de Comedy Class, quand il a fallu passer ces challenges, là, de 24 heures, en réalité, on allait les tester un peu tant qu'on pouvait, quoi. Même si on avait très peu de temps, on allait les tester le soir dans des comedy clubs. Et du coup, je m'apercevais que, tiens, telle programmatrice, elle me file un créneau en off. là aussi. Putain, en fait, j'ai des contacts, tu vois. En fait, je suis dans ce milieu. Je pensais aussi à cette époque-là. Pèses, tout simplement. Non, je pèse pas, mais, waouh, je me rends compte qu'en fait, mes 5 ans d'expérience, elles ont créé un réseau et tout. Je me posais la question aussi à ce moment-là de déménager à Marseille. Et du coup, j'étais là, non, en fait, je vais pas reconstruire tout ça ailleurs. C'est important ce que j'ai ici quand même. Donc, ça a un peu changé ta life, pas via Comedy Class, mais via l'image de toi que ça t'a Oui, ça m'a donné vachement confiance, quoi. Et aussi parce que je me disais, je ferai un spectacle dans 10 ans, je pèterai à 40 ans. Et là, très américain, quand même. Oui, n'importe quoi. Mais là, j'étais là, non, en fait. Fais ton heure, et même si elle est pas parfaite, justement, fais-la, commence, et sur cette base, on fera quelque chose. Parce que c'est ça, la réalité. C'est qu'on commence avec une bouse un peu moche, et après, on la perfectionne, quoi. Voilà, une guirlande. Attends, parce que... Tac. Et il aura fallu une petite deadline pour que ça démarre, cette affaire de spectacle. Mais oui, qui c'est qui m'a donné une deadline, là? Va dire, je ne sais pas. Punaise, c'est vrai, ça. Oui, un jour, j'ai reçu un petit selfie de Fanny Rué. Un selfie? Oui, parce que t'avais les yeux dans le vague, comme ça, et t'avais mis « Moi qui attends ton heure de spectacle ». Et moi, j'avais répondu, pareil, avec un selfie, les yeux dans le flou. Moi qui procrastine. et oui. Et là, je sais plus qui de nous deux a dit il faut une deadline pour cette affaire. Ouais. Merci Fanny. Écoute, grand plaisir. Et tu m'as donné une date aux Kings et à Bruxelles, et là, j'avais plus le choix. Non. On peut plus reculer. Et là, ça va bientôt faire 1 an, là. On l'a joué pour la première fois, ouais. Enfin, c'était en juin aux Kings. Ouais. Il a évolué beaucoup? Il a évolué un petit peu quand même. Après, c'est particulier parce que c'est des textes que j'ai depuis 5 ans pour certains, enfin des trucs que je rôde sur les plateaux depuis un moment. Je me suis pas dit, allez, j'écris 1 heure from the blue, quoi. Donc, c'était surtout agencé, voir ce que je racontais avec tous ces morceaux, quoi. Il y a des trucs qui ont dégagé totalement aussi. Donc, ouais, ça évolue. Et t'avais une idée de ce que tu voulais dire, ou est-ce que c'était juste un petit patchwork Je pense que c'est pour ça aussi que je reculais l'idée du spectacle, parce que peut-être j'entendais beaucoup dans le milieu dire un spectacle, en fait, c'est pas un patchwork de passage de plateau, justement. Mais les gens, ils ont plein d'idées sur plein de choses. mais moi, j'adhérais à fond et j'étais là, oui, un spectacle, c'est un vrai objet qui a un début, un milieu, une fin, un propos, et il faut que ça soit léché, et les gens, tu vas pas les faire déplacer 1 heure pour un truc cousu de bouse cousu entre elles, là. Un tissu de bouse. Non, ce n'est pas possible.
Et puis finalement, je suis là, bon ben, si, c'est un peu ce que c'est mon premier spectacle, c'est un patchwork de mes petites bouses. Ouais, mais il y a un tronc commun, quoi. Oui, qui se dégage, je pense que c'est avec toi que j'en avais parlé, qui se dégage au final, quoi, quand tu regardes toutes tes bouses de jour, que tu prends un peu de recul, et tu te dis, ah oui, en fait, il y a l'histoire des 3 grands thèmes aussi, quoi. Oui, c'est quoi, toi, les 3 grands thèmes autour desquels tu tournes? Je pense que les 3 grands thèmes, chez moi, c'est, bon, l'amour, le sexe, tout ça. Ça, c'est sûr. Et après, je sais pas si c'est en ce moment, je suis très psychologie, thérapie, famille, trauma, tout ça. Est-ce que ça va me suivre? Je sais pas, mais en ce moment, bon, c'est une petite passion quand même. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre comme thème dans le spectacle? Ouais, je sais pas, la vie, quoi, apprendre de la vie, tu vois, surmonter des épreuves, comment on devient sage, trouver l'équilibre dans tel et tel domaine. Ça me passionne un peu, quoi. Mais bon, c'est vaste. Bah oui, mon spectacle parle de la vie, c'est très vaste. Oui, peut-être c'est le développement personnel alors, mais alors tout le monde déteste tellement le développement personnel que j'ose plus dire ça. Oui, bah c'est un peu galvaudé, quoi. Ouais. Mais moi, ce que j'ai retenu, un des trucs vraiment que j'ai retenu du spectacle, c'est la projection. Et du fait que t'es tout le temps dans la projection, et quand t'étais ado, t'avais peur de rater ta vie, puis quand t'es dans la vingtaine, déjà, pourquoi t'avais peur de rater... Enfin, non, c'est bête comme question, mais c'était quoi pour toi rater ta vie quand t'étais ado? C'était me retrouver enfermée. J'avais l'impression qu'en fait, on choisissait, tu vois, d'aller en L, S ou ES. Enfin, tu choisissais une section de bac et là, ça déterminait toute ton existence ensuite. Et ensuite, c'était foutu, quoi. T'étais enfermée. Et moi, j'avais très peur d'avoir une vie normale, entre guillemets, avec une famille, des enfants, un monospace, un labrador dans un petit lotissement qu'un jardin bien carré. Et que j'avais peur, ouais, je sais pas, parce que je le voyais dans des films, ou je sais pas, que tu te réveillais à 45 ans, genre, qu'est-ce que je suis devenue, quoi, et où est le fun? Ça me faisait trop peur, quoi. Alors que ta famille, c'était plutôt traditionnel Oui, c'était un papa et une maman. Ouais, plutôt tradi. Mère au foyer, un père qui bosse. Et pourquoi, d'où c'est venu cette peur d'être dans un schéma comme ça? Je sais pas, j'ai l'impression que je le voyais beaucoup dans des films d'adultes qui se faisaient chier dans leur vie. Dans Janice et John, par exemple, que j'ai beaucoup aimé quand j'étais ado. Où Sergi Lopez, il vit voilà, dans le petit lotissement et il mange à table en silence avec sa femme et son fils. Et ça, rien que d'en parler, ça m'angoisse, tu vois. Et toi, t'imaginais quoi pour ta vie alors? Bah, j'espérais que j'allais avoir du fun, que j'allais pas être coincée dans un bureau, que j'allais pas... Et j'avais l'impression que si tu faisais pas gaffe, tu te retrouvais vite sur ces rails-là et enfermé, quoi. Donc, ouais. Donc, t'as fait L? Donc, non, j'ai pas fait L, mais je pense que j'étais une L. Ah, dans mon cœur. C'est genre une pouf souffle chez Gryffondor, quoi. Oui. Je dis au hasard, je connais pas les films. Oui, mais sûrement ça. Et non, j'ai fait ES, du coup. Voilà. Donc, c'est un peu de tout, quoi. Un peu de scientifique, un peu d'L et beaucoup d'économie et tout ça. Et c'était quoi pour toi la réussite à l'époque? À l'époque du lycée? Ouais, quand t'étais ado. Quand j'étais ado? Mais après, quand j'étais ado, c'était... Enfin, il y a eu une période où j'étais une rebelle, tu vois, je sais pas ce que c'était la réussite. Bah, il y a une vidéo où mon père, il nous demande à toutes les 3, j'ai 2 sœurs, il nous pose des questions et il nous demande ce qu'on aimerait faire dans la vie. Et là, je suis ado, parce que j'ai 15 ans, je suis tressée. On est l'été et quelqu'un m'a tressé les cheveux. Et je mets un grand foulard. Ouais. Et je dis dans cette vidéo, je vais être journaliste, je vais faire semblant d'être journaliste et quand je connaîtrai du monde, je deviendrai comédienne. Et c'est exactement ce que j'ai fait, quoi. C'est fou ou pas? Ah, j'avoue. Donc, je crois que c'était ça. Mais je voulais être comédienne de base. Tu faisais du théâtre et tout quand t'avais 7 ans? Ouais, je faisais du théâtre quand j'étais petit et jusqu'à la fin de mes études où il y avait un club théâtre. Pourquoi tu voulais faire ça? Je sais pas, j'aimais trop. Ça, c'était le fun, quoi. Je m'amusais bien, quoi, au théâtre. Et je sais pas, ouais, je trouvais ça fun. Et ouais, je m'amusais bien. Je crois que j'étais bonne, tu vois, donc je sais pas. Ça me paraissait plus fun que d'aller au travail avec mon petit ordinateur tous les matins. Ce que j'ai fait aussi. T'avais 7 ans. Oui. Mais oui. Je sais pas, c'est un peu des vocations, non? Aussi, je sais pas. J'ai toujours voulu faire ça. Hein. Je sais pas. En fait, j'ai l'impression que c'est des trucs où quand on les regarde a posteriori, on se dit mais tout était logique. Mais d'un côté, il y a aussi plein de choses qu'on faisait quand on était petit
qu'on n'a pas poussé, quoi. Tu vois, Ouais. genre, moi j'adorais attraper les têtards dans les temps. Ah, moi aussi, J'ai j'ai pas eu des poussé. têtards. Bah, voilà. C'est vrai qu'on aurait J'ai pu pas faire poussé ça. le projet. Éleveuse de grenouilles. Bah après, moi, je sais pas tes têtards à toi, mais les miens, ils finissaient souvent tout blancs à flotter sur le bide à la surface. non. Ah oui. Pourquoi Une fois, on a mis de l'eau du robinet et Oh, ils ont ma belle. pas kiffé. Oh, les loulous. Ah ouais. Ah non, moi je les remettais dedans. Je les mettais dans une baignoire pour poupées, là. Oh. Je faisais ma life en mode ok, on leur donne un petit nom et tout, puis je les remettais dans les temps. Ah non, nous, on les gardait dans un aquarium, mais c'est vrai qu'un jour, on a eu la flemme d'aller changer l'eau au ruisseau et ça a été fatal. Mais oui, c'est vrai qu'on n'a pas poussé les têtards, tu vois. Oui, mais ouais. Mais après, je pense qu'on choisit tous un peu nos carrières aussi parce que ça répond à des trucs psychologiques, tu vois. Moi, pourquoi j'aimais faire l'imbécile quand j'étais petite, pourquoi j'aimais, je refaisais les sketchs, tu vois, et mon père, il me filmait, bah peut-être parce que c'était la manière d'attirer l'attention de mon père, tu vois, et de faire gaulerie mon père, et du coup, j'étais là, ah bah cool. Pourquoi j'aimais faire rigoler tout le temps? Bah peut-être parce que ma mère a été en burn-out parental et que l'ambiance a été nulle. Donc moi j'étais là, hey, tout va bien, regardez, une blague. Tu vois, après ça s'explique. Hein. Et je pense que tous les métiers c'est un peu comme ça. C'est pour combler des trucs ou résoudre des trucs, quoi. Et peut-être nous ça se voit plus, quoi. Oui, disons qu'il y a plus de gens qui le voient. Oui. Ok, bah tant qu'on y est, Allez. explique-moi l'histoire de Here I come to save the day. Oh non, vous avez retrouvé ça, mais vous êtes trop forts les enfants de la télé. Here I Come to Save the Day, c'est donc un sketch de, comment il s'appelle? Andy Kaufman. Andy Kaufman, merci, qui a été interprété au cinéma par Jim Carrey dans le film Man on the Moon. Et donc, lui, c'est un sketch qu'il faisait avec un gramophone, on appelle ça? Il mettait un vinyle là, quoi, et il y avait cette chanson, et tout le sketch, c'était d'avoir l'air très très coincé, et embarrassé, et plein de tics, et de regarder partout pendant que la chanson se déroule. Et juste au moment du refrain, Here I come to save the day, il faisait le playback, et il s'animait, quoi, il faisait le playback, et après il revenait dans son personnage tout coincé. Et donc c'était super comique. Et je me suis dit, je vais refaire ce sketch pour l'épreuve de la classe libre du cours Florent où j'ai essayé d'entrer. Qu'est-ce qui aurait pu mal se passer? Qu'est-ce qui aurait pu mal se passer? C'est d'oublier qu'on n'avait pas les codes Wi-Fi du cours Florent. Et j'avais pas téléchargé la chanson. J'étais tellement stressée par ce concours. J'avais, je sais pas, 22 ans, 23 ans, que j'ai pas téléchargé la chanson et je suis arrivée en ouvrant mon petit onglet YouTube et j'ai appuyé sur play et il y avait pas de réseau, quoi. Donc, la chanson s'est pas lancée et en fait sans la musique il y a pas de ce gag, sketch, quoi. Ouais. Donc comme quoi les gramophones parfois c'est plus sûr, quoi. Et du coup t'as fait quoi? Du coup j'ai rien fait, j'étais pétrifiée de stress, j'étais ça marche pas. J'avais une prof de théâtre en face de moi qui me disait, vous voyez, je pense que parfois les machines se rebellent contre nous. Ah ouais, ça doit être ça, ouais, ou juste que je suis conne. Donc ouais, terrible. Donc t'es pas rentrée au cours Florent? Non, pas là-dessus, non. T'as ressenti quoi? Je suis pas rentrée au cours Florent. Comment? T'as ressenti quoi? Parce que si c'était un truc que tu voulais faire depuis que t'étais petite, ça doit quand même... Ah ouais, je me rappelle de pleurer au téléphone avec ma mère et de dire en plus là je l'avais pris un peu comme ma dernière chance, quoi. Pourquoi? Je sais pas. Parce que j'avais quand même fait mes études entre-temps, j'avais commencé à bosser et je m'étais dit allez, avant de vraiment je retente une dernière fois, quoi. Oublie pas que tu voulais faire ça, fais ce truc là quand même. Oui, en mode après je me range, quoi. Ouais, un peu. Mais surtout après, je vois pas ce que je pourrais faire d'autre, quoi. Ça c'était gratuit, la classe libre, j'avais pas de thunes et tout. Donc vas-y. Et donc j'étais désespérée, je pense, hein. Et après, j'ai continué mon petit travail, à aller au travail avec mon petit ordinateur et à me dire, c'est de la merde. Et j'ai tenu, je pense, 2 ans et après, j'ai pété un petit câblos. Et là, t'étais quoi? Et là, j'étais journaliste pour O5 TV, qui est une chaîne musicale. Ah oui, juste, ok. Oui, donc c'était quand même sympa, mais la routine, c'était dur pour moi, quoi. Ce qui manquait à ta vie, c'était de tester les sextoys. Oui, quel bonheur. Ça te change un métier, ça, quand même. Ah ça, hein. Ouais, je savais pas que ça existait, ça. Ça, c'est bien tombé. Puisque, tu veux que je te refasse le petit historique? Vas-y, vitef. Non, vas-y, tu veux savoir quoi? Non, mais du coup, pour ceux qui ne savent pas,
au cas où il y a des non-4cardos qui écoutent. Bah oui, il y en a. Donc, t'es devenue journaliste chez Mademoiselle, tu testais des sextoys et tout. T'as toujours été à l'aise avec le désir ? Ouais, mais je pense que c'était pas sain pour autant. Pourquoi ? Genre, j'ai toujours eu beaucoup de facilité à faire du sexe casual, tu vois, ou à, parler de cul. Et peut-être qu'en fait, oui, trop ouverte, c'est possible. Pas assez de boundaries, quoi. Ok, ouais. Parce que je voulais trop fusionner avec quelqu'un, donc ça a jamais été très dur de faire du, comment on dit, casual sex, ouais. Ouais. Et même en parler, moi je trouve ça, autant en faire, soit vous êtes deux à le savoir, mais en parler, moi je trouve ça terrifiant. Après, je parlais pas trop de ma vie personnelle. Non, mais même juste de tester des vibros, moi je me dirais, mais quoi ? Moi d'ailleurs, on m'a proposé un sponsor sur Insta Vibro, j'étais là, hors de question. Oui, jamais. Après, faut pas que tu racontes ta dernière session de masturbation, mais tu peux juste parler du produit. Des choses, quand même, ça... Tous les gens qui ont vu ta chaîne YouTube, ils t'ont imaginé en train de te masturber, quoi. Ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Allez, j'ai débloqué une nouvelle angoisse. Non, imaginez-moi si vous voulez. C'est gratuit. Ce sera la couverture de cet épisode, généré par l'IA. Ah merde. À plat ventre sur un coussin. Allez, je vous donne des tips là, je vous file des billes. Est-ce que le fait de parler de sexe chez Mademoiselle, ça a changé, toi, ton rapport à la sexualité ? Pas de ça. Non, mais j'ai changé depuis. Je pense que j'ai découvert là-bas que c'était pas facile pour tout le monde en tout cas, quoi. Parce que je recevais des questions. Ma chaîne YouTube, c'était de répondre aux questions des gens, donc il y avait des gens qui m'envoyaient des trucs parfois, et j'étais là, waouh. Ça a l'air complicado pour vous, quoi. Que moi, j'avais l'impression que c'était assez facile et tout. Et après, je me suis dit, peut-être que ça a changé, que je me suis dit, tiens, pourquoi pour moi, c'est soi-disant si facile, et qu'en fait, peut-être que affectivement, je galère en réalité, tu vois. Et que j'utilise le sexe en pensant que je vais avoir l'amour, et en fait, non, quoi. Ouais, il y a un peu ce truc, comme avec le cannabis, quoi. T'as du mal à lier émotionnellement, donc tu cherche autre chose pour le faire, quoi. Et comme t'es dans une société et à une époque où c'est ok de le faire, et qu'il y a la contraception, et que voilà. Et bon, c'est pas valorisé non plus pour les meufs, mais c'est possible en tout cas, quoi, plus qu'avant. Bah, tu joues ce jeu en pensant aussi que c'est normal parce que c'est générationnel et que, ouais. Ouais, c'est une façon d'être un peu libéré. Enfin, en vrai, moi, je trouve que c'est valorisé dans nos petits cercles très parisiens, machin. C'est valorisé en vrai d'être la meuf qui fait ce qu'elle veut. Sauf que, ouais, des fois, savoir ce qu'on veut, c'est pas facile, quoi. Ouais. Et parfois, oui, j'allais chercher, par exemple, l'amour en faisant du sexe, et en fait, tu le trouves pas là-bas, quoi. Rarement. Donc j'étais un peu sur ma faim, quoi. Là, j'ai commencé à me dire, ah ouais, en fait, c'est peut-être pas aussi fun. Surtout que meuf hétéro, bon bah voilà, statistiquement, faut pas avoir envie de jouer. Voilà, on n'obtient pas le meilleur sexe. Donc vraiment, je pense qu'il y a eu un basculement vers la fin de Mademoiselle où j'étais là, bon bah ok, faire du sexe pour faire du sexe, mais en fait, si ça débouche pas sur un truc nourrissant affectivement, et que en plus le sexe au final il est pas ouf parce que tu baises avec des mecs hétéros, bah quoi bon, quoi. Et là je suis rentrée dans ma jachère. Dans ta jachère? Ouais. Imaginez-moi en jachère. Couché sur le lit, mais pour dormir. Qui ne bouge plus du tout. Ok. Ça a duré combien de temps, ça? La jachère? Ouais. Ça dure depuis 2020 quand même. Il se passe plus masse de trucs, quoi. Mais t'avais un cum? Ouais, j'ai eu un cum. J'ai eu un cum en 2020. Là, j'en ai eu un pendant quelques mois. Mais entre les couples, c'était la fête du slop. Plus maintenant. Et là, de nouveau, ça a fait changer ton rapport à la sexualité. T'as appris quoi? J'ai appris... Mais aussi, ça va peut-être avec juste vieillir, tu vois. Et qu'on n'ait plus les hormones en feu à vouloir se frotter à tout ce qui bouge, quoi. Mais j'ai appris quoi? Que
que aussi j'avais peut-être été formatée par tout ça et par le porno et tout, en mode quand même on est plus au service des gars que là à exprimer ce qu'on aimerait nous, quoi. J'ai appris à faire ça maintenant, à savoir ce que je veux, et à pas donner suite si je l'ai pas obtenu, quoi. Ou si la personne en face n'en avait pas trop grand-chose à faire. Maintenant, je trouve que c'est quand même mieux de ken avec quelqu'un avec qui t'es lié aussi émotionnellement, quoi. Bah oui. On dirait que j'enfonce des portes ouvertes, mais... Non, mais ouais. Je continue la question que j'avais commencée il y a 7 heures. Quand je parlais de la projection dans ton spectacle. Oui, mais alors parle-moi de ça, parce que moi, j'ai pas vu ça chez moi. Vas-y, c'est intéressant. Ah ouais, bah pour moi, en fait, tu parles de plusieurs étapes de projection, de ok, l'adolescence, t'avais peur de rater ta vie et tout, et que t'as l'impression que t'es pas une vraie adulte même aujourd'hui. Tu parles de la vingtaine, quand tu savais pas trop ce que c'est ta personnalité, donc tu prenais celle de tes mecs et tout ça. Et d'ailleurs, question, aujourd'hui, comment est-ce que tu sais que quand tu te comportes avec quelqu'un, notamment en couple ou avec des potes, comment tu sais que c'est toi-même et pas la personne que eux auraient envie que tu sois? Oh là là. Bah parce que je me pose plus trop la question, quoi, de comment il faut. Parce qu'en fait, la vie est plus simple qu'on le croit aussi, quoi. Mais que quand j'étais plus jeune, peut-être je faisais pas confiance à mon ressenti, tout simplement. Et qu'en fait, ou que comme j'étais tout le temps mal à l'aise, bah tu vois plus que t'es mal à l'aise, tu vois ce que je veux dire? Que maintenant, quand je vois qu'une personne me met mal à l'aise ou que... Enfin, je sais pas, tu t'écoutes plus, t'es plus sûr de toi, donc c'est plus facile de voir ce qui te correspond. Je sais pas. Ou parfois, quand t'es jeune, t'as trop envie d'être, accepté, alors tu vas aimer être accepté par, entre guillemets, n'importe qui, quoi. Si t'as plus trop ce besoin de validation, eh ben, t'es plus obligé d'aller traîner avec des gens qui te correspondent pas trop. Mais t'as plus ça, parce que j'ai l'impression que le stand-up, c'est vraiment la quintessence de ça, quoi. Je veux que tout le monde m'aime. Dans cette salle, rigolez quand je parle, s'il vous plaît. Oui, attends. D'être validé par le public, mais oui, mais je me force pas à faire un truc que j'aime pas ou. En fait, est-ce que toi, tu vas jouer ton spectacle en te disant je veux que tous ces gens m'aiment? Non, tu veux aussi leur faire passer un bon moment, faire une belle performance. Oui, mais à ce moment-là, je trouve que ça se voit plus quand quelqu'un n'aime pas. Tu le prends un peu perso, quoi. Tu dis, ah ouais, lui, il est venu, il a payé sa place, potentiellement, il a pris un babysitter, et quand même, il croise les bras. Je vais me flinguer. Je vais me flinguer. Ah ouais. C'est dur de pas prendre perso. Mais les accords Toltec, ils ont dit, faut pas prendre perso. Ah, je les ai pas tous lus. Ah oui. J'en ai lu 0. Ouais, ça, c'en est un. Ouais, mais c'est dur, en vrai, quand c'est ton métier. Ah non, mais bien sûr. Et là, ça m'est arrivé très récemment, en comédie club, où tu vois, l'ambiance décolle jamais. T'as l'impression que même les gens, ils écoutent pas. Parce que... Bah là, si vous écoutiez, vous rigolez normalement parce que c'est gaulerie et je l'ai déjà fait à d'autres gens qui ont rigolé quand même. Donc, ouais, je suis sortie de... Et c'était dur pour tout le monde, tu vois, ce soir-là. Et je suis sortie de scène un peu en colère, en mode, mais c'est dommage, quoi. Vous êtes venus, moi je suis venue. Pourquoi on n'y arrive pas, là? Pourquoi ça prend pas? Et je pense que c'est un peu de votre faute, même si on dit que c'est jamais de la faute du public. Mais quand 100% des humoristes du line-up, qui sont grave marrants, galèrent... Bon, bah là, il y a un truc qui est pas de leur faute, mais de l'ordre d'une connexion qui ne s'est pas produite, quoi. Et oui, ça, c'est dur de pas le prendre personnellement. Et encore très récemment, tu vois, non, mais je te dis les accords Toltec, mais très récemment, j'ai dit à un public, oh là là, vous êtes bizarre ce soir. Et je me suis enfoncée moi-même, alors que j'étais pas en train de faire une bonne performance, tout simplement, tu vois. Mais oui. C'est pas facile, là. On travaille. Et en relation, t'as pas ça, moi. Enfin, est-ce que ça part peut-être en grandissant et tout? Moi, j'ai l'impression que j'ai toujours ce besoin d'être sûre que la personne ne va pas partir. Et donc, j'oublie de mettre des limites et j'oublie même de savoir que j'en ai. Et juste, je me plie à ce que la personne, elle voudrait que je sois, tu vois. Ah oui, hein, bah ça, après, c'est chacun ses petits défis, quoi. Mais oui, moi, j'ai ça aussi de m'oublier ou de vouloir trop faire plaisir et bah, faut se surveiller, quoi. Mais là, tu vois, j'ai progressé parce que dans ma dernière relation, j'aurais pu dire bon bah allez, oui c'est ma faute, oui je vais changer et me plier alors que j'étais pas tout à fait bien, tu vois. Mais donc j'ai progressé parce que j'ai su dire bah non, là ça va pas en fait, donc je pars. Je vais pas rester une année de plus comme ça, tu vois. Ce que j'aurais pu faire plus jeune.
Donc on progresse quand même. Faut se surveiller, hein, mais c'est dur. Enfin, ça dépend d'où on vient, mais de se mettre en premier plan, de se dire oui, ce que je ressens, c'est valide et je peux l'écouter. Je n'ai pas besoin qu'on me dise tu as raison, tu vois. Je peux juste m'écouter. C'est quand même fou de pas arriver à faire ça, quoi. Alors que c'est un bon indicateur dans la vie, quoi. Bonne boussole. Mais on a trop tendance à regarder comment ils font les autres. Ça va avec se trouver assez, tu vois, se trouver assez bien, se trouver légitime. Et dire, bah oui, en fait, c'est comme ça que je pense. Et comment t'as fait toi, pour réussir à ça? Oh, bah, j'y suis pas encore, hein, mais on travaille petit à petit. Comment j'ai fait? Je pense la thérapie, moi, là, quand même, je suis un peu en boucle là-dessus, mais parce que ça a quand même pas mal changé ma vie, hein, ces 2 dernières années. J'ai l'impression de commencer une nouvelle vie, quoi. En plus, sobre et tout, machin. Donc, j'ai l'impression d'avoir passé vraiment un step, quoi. Bah c'est oui, en guérissant par exemple tes petits traumas. Bon bah quand t'étais enfant, t'avais l'impression que quand les choses allaient pas bien, c'était ta faute, t'es auto-centré, tu vois, quand t'es un enfant. Donc si t'as jamais dépassé vraiment ce step dans ta psyché, bah t'es toujours en train de te dire que c'est un peu ta faute, que c'est parce que t'es pas assez bien ou pas assez comme ci, pas assez comme ça. Une fois que t'as un peu traité ça, bah tu peux être un peu plus sur tes appuis d'adulte, quoi, et voir les responsabilités de chacun aussi, quoi. Ça a du sens ce que je dis ou pas? Oui, tout à fait. Merci pour la validation. Oh merde, elle n'a rien compris. Dans ta vingtaine aussi, tu disais que t'avais peur de pas trouver l'amour. Oui, c'est toujours le cas. Oui. Mais est-ce que c'est toujours une peur vraiment, ou est-ce qu'il y a ce truc maintenant de vas-y, je me suffis à moi-même, donc c'est pas le stress premier de ma life, quoi? Non, mais je me suffis à moi-même, ça c'est sûr, plus que quand j'avais 20 ans où il fallait vraiment que je fusionne et que je me dise je m'accomplis dans cette relation parce que je suis avec telle personne qui est comme ci, comme ça. Donc non, maintenant je me suffis à moi-même, mais n'empêche que j'aimerais une relation de couple, quoi. Tout en me suffisant à moi-même. C'est quand même un désir légitime, tu vois, c'est pas forcément un besoin parce qu'on se sent pas complet, quoi. C'est je pense, un désir légitime de l'humain, quoi, de vouloir un partenaire de vie. Mais j'ai moins peur qu'à 20 ans, quand même. Bon, après, j'ai le petit tic-tac de la fertilité. Ça, voilà. Fact. On va peut-être congeler, quoi. Okay. Tout le monde congèle en ce moment. Oui, mais toutes les meufs dans mon entourage. Moi, je viens juste de mettre au batch cooking, donc... c'est quoi ça? Step by step. C'est quand tu cuisines pour toute la semaine. Oh, wow. Ok, tell me more about it. Ah ouais? Pourquoi? Batch cooking. Tu cuisines en gros pour pas trop te faire chier le reste de la semaine? Le vendredi, c'est pas ouf, quoi. Ouais, non. Bah après, moi, j'ai une vie aussi qui fait que j'ai pas 100% des soirs où je mange chez moi, mais voilà, je fais le dimanche, genre, je fais beaucoup de riz, beaucoup de tofu, beaucoup de tels légumes. Et comme ça, le soir, j'ai juste à poêler le tofu, réchauffer le riz, les légumes, et hop, je me suis pas fait scier, tu vois. Ça, c'est l'adulterie, hein. Ouais, hitting hard. Ouais. Ok. Mais c'est bien, ça facilite la vie. Tu trouves que t'es une vraie adulte maintenant? Franchement, j'ai jamais été autant une adulte, en tout cas. Ah ouais? Ah ouais. Tu sais ce que c'est le cadastre? Non, j'irai pas jusque-là. Non, j'ai pas acheté, tu vois, non, mais même, par exemple. Ouais, j'ai acheté, je ne sais pas ce que c'est le cadastre. Je le paye, je ne sais pas ce que c'est. Ah, mais tu le payes, ça se paye? Ah, ouais, merde. Je dois payer chaque année et je sais pas pourquoi. Ah non, pour moi, le cadastre, c'est un gros livre à la mairie. Oh, waouh. Où il y a écrit tout, qui est à qui est ouais. Peut-être ça vient de là. Qu'est-ce qui est à qui? Mais c'est cher alors le livre. Hein. C'est peut-être pas pareil en France et en Belgique. Je sais pas, mais personne sait ce que c'est. C'est un grand mystère. Peut-être les vrais adultes le savent. Non, je crois pas. Ils font semblant. Je crois pas, c'est juste un mec, un jour, il a voulu juste chourer 700 balles à quelqu'un, il a dit c'est pour le cadavre. Ah bon, bah, d'accord alors. Ouais. Putain, encore un truc d'adulte que je connais pas. C'est drôle ça. Donc ouais, c'est quoi les trucs d'adulte que tu fais? Que je fais, bah ça par exemple, le batch cooking. Mais pourquoi est-ce qu'on appelle ça? Pourquoi ça a un nom en ing alors que vraiment c'est juste cuisiner pour la semaine? Bah parce que ça vient sûrement des ricains, quoi. Ils ont inventé le fait de manger tous les jours. Ils sont forts ces Américains. Et ça, qu'est-ce que je fais d'adulte? Je vais au sport régulièrement. Enfin en fait, je me suis reparentifiée. Tu vois, j'étais pas du tout un bon parent pour moi-même quand j'étais
gouvernée par mes traumas. Et donc, mais vraiment, j'ai repris la base de la base, quoi. Je mangeais mal, je dormais mal, je buvais trop d'alcool, je traînais avec des gens pas fréquentables. Enfin, j'avais du mal à tenir mon appart rangé. J'ai vu les vlogs, je sais. Tu vois. Et encore aujourd'hui, j'ai des petites rechutes, mais ça me paraissait insurmontable de bien manger, faire les courses pour la semaine. C'était dur, tous ces trucs de base, quoi. Le batch shopping. Quelle angoisse. Mais maintenant, j'arrive à faire ça. À prendre soin de moi-même, en fait. Ça a l'air basique, mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas faire. En fait, je pense. Beaucoup d'adultes, quoi. Et la trentaine, c'est mieux que la vingtaine? Ah ouais, tellement. Pourquoi? Bah après, peut-être parce que j'ai eu une vingtaine pas terrible et que maintenant je suis une adulte. C'est la clé, c'est de démarrer très très bas. C'est ça, on ne peut que remonter. Et ça fait plaisir de voir l'évolution. Mais la vingtaine, j'ai trouvé dur parce que justement, on me demande d'être un adulte. Mais bon, il n'y a pas eu trop de transition entre la vie étudiante où moi, j'avais aucun cadre, quoi. J'ai commencé à habiter toute seule, j'avais encore 17 ans. C'est là que j'ai dit, attends, mais je peux fumer des joints tous les soirs si je veux, mais il y a là. Et donc, la vingtaine, j'ai trouvé, on naviguait vraiment à vue, quoi, sans avoir les compétences, mais alors qu'on devait quand même avoir des travails, une voiture, une maison. Mais moi, je savais pas faire, quoi. Et des relations pas ouf. Mais bon, ils sont bien, ces 10 ans d'expérience. Juste, faut arrêter de dire c'est les meilleures années de ta vie, quoi, parce que c'est pas vrai. Ça, j'ai jamais compris. En fait, c'est ça, c'est le décalage entre c'est les meilleures années de ta vie et ah ouais, parce que je galère vraiment, moi. Et ouais. Si j'avais commencé le psy plus tôt, peut-être ça aurait été les meilleures années de ma vie. Mais moi, ça a été vie gouvernée par tes traumas pendant 10 ans, tu vois, avec la plus grande liberté du monde. Donc, c'était pas joli le résultat. Et tu penses que tu te diras pareil de la trentaine quand t'auras 40? Ah, peut-être, hein. Je trouve on se détend de plus en plus, en tout cas. Je sais plus qui a dit, genre, à 40 ans, tu t'en fous du regard des autres, et à 50 ans, tu t'aperçois qu'en fait, personne te regardait. Ça a l'air super d'être vieux. Moi, j'aime bien, j'apprécie. T'as pas peur de vieillir? Mais si, quand même. Mais si, quand même. Là, en ce moment, ouais. Bah, par exemple, tu vois, quand cette relation s'arrête et que je suis là avec mon tic-tac de la fertilité et que la carrière, il faut qu'elle avance parce que péter à 40 ans, c'est bien joli, mais tu vois, tu te compares. Et puis ça commence à se voir que tu vieillis. Vraiment, tu vois. Là, j'ai vraiment des rides d'adulte au coin des yeux. Donc, tout ça, ça peut être un peu angoissant, le temps qui passe irrémédiablement, quoi. Alors que j'étais quelqu'un qui me laissait un peu flotter, justement. Et ma vingtaine, j'ai l'impression qu'elle a passé en un éclair. Maintenant, je suis là, plus trop le time de se laisser porter, quoi. Enfin, il y a un équilibre à trouver, quoi, entre être intentionnel, poser les jalons, faire les choses qui vont te mener là où tu veux, et attendre que ça se passe et prendre un peu les opportunités qui arrivent. Car Stéphane Mallarmé a dit... Qu'a-t-il dit? Il a dit... Tous les vents sont contraires à ceux qui savent pas où ils vont. C'est exactement. Ça tu le cites dans tous les podcasts, tu le sais, ça. C'est ma seule citation, voilà. Non, il y en a une autre. Non, j'ai plein de citations. J'ai un tas de poncifs. Tous ceux qui errent ne sont pas perdus. Aussi, tu vois, donc c'est... Tolkien, je crois. Oui. Je crois. Et c'est deux citations qui se contredisent un peu. Parce que, en fait, errer sans but... Oui, c'est pour vrai que Mallarmé, c'est pas le bon moyen d'arriver où tu veux. Aucune consistance et cohérence, Camille. Bah, c'est un plaisir. C'est mon humanité, voilà. Nous sommes pleins de contradictions. Et il y a en même temps aussi un mec qui dit le meilleur moyen d'arriver vite là où vous voulez, c'est d'y aller doucement, tu vois. Ah, c'est le moyen le plus rapide d'aller où vous voulez, c'est doucement. Ça, c'est clairement un mec de la RATP. C'est un gars qui, je sais plus si c'était un acteur qui reçoit un prix, qui est très âgé et il dit ça à sa remise de prix. Je sais pas, j'ai dû voir un... C'est facile de dire ça quand t'as le prix, quoi. Oui. On pense pas à tous ceux qui ont jamais eu de prix et qui n'en auront jamais. Ouais. On les embrasse. Ils nous écoutent sûrement parce que j'ai un podcast de losers. C'est mon public. Toi, ça t'angoisse de vieillir? Ouais, il y a ce truc où maintenant, genre là, cette semaine, j'ai acheté mon premier truc anti-rides, là. Ah ouais? Je t'avoue, ça fait mal au cul un peu. Une crème? Une petite crème, ouais. Une petite crème. Je me dis, bah voilà, peut-être il est temps de gérer ça. Mais ouais, non, en fait, il y a ce truc de... Moi, il y a tellement de gens que j'admire qui ont fait les choses jeunes,
anormalement jeune. Et je me dis, putain, à mon âge, Taylor Tomlinson, elle avait 3 shows sur Netflix, en fait. Et moi, je fais quoi ? Ouais. Moi, là, quid ? Non, mais c'est terrible de se comparer. Ouais. J'en parlais l'autre fois, là, dans le 4 quarts d'heure. C'est terrible. Il y a sûrement plein de poncifs sur la comparaison aussi, qui est voleuse de joie ou je sais plus quoi, là. Mais comment dire, moi aussi, je me dis, n'empêche, j'ai survécu à ma vingtaine déjà, alors que c'était pas gagné, parce que parfois, je me suis mis dans des situations, c'était pas gagné, quoi. C'est normal d'aller moins vite que les autres quand, en fait, tu vois, tu subis quand même de l'anxiété, de la déprime. Enfin, c'est normal de pas fonctionner à 100%, quoi. Déjà, on a survécu jusque-là. Bravo à nous. Bravo les losers qui nous écoutez. Vous êtes en vie pour écouter ce podcast et c'est déjà bien. Non, mais c'est vrai, hein. Parce que achieve, parfois, survive, c'est déjà suffisant, hein. C'est vrai. Eh oui. C'est très, Faut très déjà vrai. survive pour pouvoir achieve après. 100% des gens morts ne font plus rien, Non, hein, plus je vous rien. signale. Ils ont plus de choses sur Netflix, eux, hein. Si en plus. Ah, les salauds. Regarde, putain. la Mac Miller, album posthume il y a 3 semaines. Ah, putain, le salaud. Ah, le salaud, ouais. Il reste productif avant Ouais. tout, quoi. Avicii, docu sur Netflix. 2. Deux. Il y en a eu 2. Un de son vivant et un... Ah oui, et Putain. My Last Show. Ouais, j'ai regardé les deux, je trop aimé. C'est, ouais. Nous, on aura 0 docu à notre actif, là. Hein. Bah, heureusement, on se vlog. T'as des vlogs, ouais. C'est les tout petits docus, mais que personne n'a produit. Voilà. Autobiographique. Où j'étais Se où comparer. Ah ouais, t'allais me dire Oui, quelque chose. se comparer. T'arrives à ne pas passer ta life à te dire, ouais, mais tel humoriste, elle a fait ça, ou tel humoriste, il a fait ça, et moi, j'ai Non, pas... c'est horrible. Là, à l'heure où on enregistre ce podcast, tout le monde a sorti le post de Bref, là. Et ça, je pense que ça a Et on été- est les 2 seuls de Paris à pas être dedans. Oui. Et d'autres en réalité. Et je pense que tous ceux qui sont pas dedans, ils sont là. Quoi ? On a vraiment l'impression de pas avoir été invités à Ouais. la meilleure fête d'anniv, quoi. De ouf. Et bon, bah, c'est pas grave, en fait, parce que j'ai le meilleur poncif pour Ah. vous. Chacun sa place et chacun son tour. Et il y la en aura mienne n'est pour pas tout le dans monde. Bref. Et la C'est nôtre ça. n'est pas dans le retour de Bref, finalement, apparemment. Mais c'est pas grave, parce qu'on sera peut-être dans le retour des filles d'à côté, ou... Non, je dis autre chose. Tu Non, connais je les sais pas ce que filles- c'est. non, Donc, c'était un sitcom d'AB Productions. Mais c'est pas grave. Et là, ma solution... Parce qu'aussi, j'ai l'impression que je me compare et je me fais le plus de mal avec ça quand ça va déjà pas bien, tu vois. Et ça, c'est notre juge intérieur qui nous attaque. Et ça, la thérapie nous l'a appris. Et qui nous attaque toujours dans les moments où on est les plus faibles, tu vois. Donc là, déjà, t'es censé gérer une rupture et t'as le juge intérieur qui te dit, ouais, Taylor Tomlinson, déjà 3 specials. Et un mec. Et un mec. Ah ouais, elle a un mec. Non, je sais pas, ça change selon les specials. Hein, Mais elle a donc, plus de maman, tu vois. Donc, Ah, voilà. tu vois, on peut pas tout avoir apparemment. C'est le titre de son special de Habitol. Et... Alors, je pense pas qu'elle parle de sa daronne quand elle dit ça, mais je vois mais l'idée. tu vois. Enfin, on voit aussi ce que les gens ont, on voit pas ce qu'ils ont pas, on voit pas ce que nous on a qu'ils ont pas. Et donc voilà, on se compare dans les pires moments. Donc peut-être faut arrêter de faire ça. Et là, ma solution en ce moment, c'est de me raccrocher aux late bloomers. Tu vois, à des exemples de gens qui ont pété tard. Et ça donne de l'espoir plutôt que du désespoir. De Mais se c'est dire, très ah, c'est trop tard. américain, je trouve, de percer quand t'as 40 ans. Nous, on est peut-être un peu moins ouverts à ça, j'ai l'impression. Peut-être, mais et de toute façon, de manière générale, je pense que notre société capitaliste aime les jeunes, tu vois, et la jeunesse et la nouveauté et trucs. Et surtout quand t'es une femme après un certain âge, si t'es plus baisable, voilà, ciao. Mais regarde Blanche Gardin, 40 ans. Et Oui, plein maintenant, d'autres elle a gens. 40 ans. Elle a démarré à, je sais pas, 25. Ah, bien comme- sûr, non mais je pense qu'elle a été connue du grand public, là, avec son spectacle, comment il s'appelle ? Bonne Nuit Blanche. Ouais. Ouais, je sais Non pas. Je dirais celui d'avant quand même, mais. Et celui d'avant, il s'appelle comment, dis-moi ? je sais Attends, plus. j'ai quelque chose à vous dire. Parle toute seule ? Je parle toute seule, ouais, je crois. Oui, c'est ça. Ouais, Mais elle a 40 ans, non, je parle de Ah ouais Blanche Gardin parle toute seule, je crois. Hein. je sais pas. Enfin, tu vois, en tout cas, elle en a pas 22, quoi. Non, ça c'est sûr. Elle a pas l'âge qu'elle avait quand elle a commencé au Jamel Comedy Club. Ouais.
Donc ça a pris du temps et tout. Donc c'est possible, quoi. Et regardez sur Google, les late bloomers, ça donne trop de l'espoir. Est-ce que t'as des vidéos compiles? Mais oui, il y en a. Wow. Il y en a des acteurs qui ont eu leur premier grand rôle à 50 berges, tu vois, ou même parfois, tu sais, je regarde les petits TikTok là ou sur YouTube les shorts de New York Meet Cute, ça s'appelle. C'est un gars qui interviewe des couples dans la rue, qui dit hey, vous êtes en couple, et après ils leur font raconter un peu leur histoire, tu vois, à New York. Et parfois il y a des yeuves qui se sont rencontrés il y a 6 mois, tu vois, et tu te dis waouh, mais tout est permis. Enfin, l'espoir est toujours permis. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Oh mon Dieu, j'en peux plus. Une porte ouverte, j'arrive tout de suite. Est-ce que moi là je suis en plein dedans là depuis 6 mois. Ben, j'avais dit dans mon 4 quarts d'heure, l'épisode où je suis, j'avais cité mon nouveau gourou Ali Abdaal, oui, dans sa vidéo sur la dopamine qui a changé ma vie. Toujours alors, parce que quand t'étais dans le podcast ça faisait 3 jours et là t'as gardé ta routine. Pas de téléphone le matin. Moins. Non, pas de téléphone le matin, j'essaye pas le soir. Instagram, je le mets une demi-heure le soir quand j'ai un truc à poster, sinon j'essaye de vraiment limiter et tout, et c'est trop bien. Mais est-ce que tu trouves pas que le fait de se préoccuper de sa santé mentale, ça va vraiment à l'encontre d'avoir une existence publique? Moi, je trouve ça méga dur de concilier les deux, parce que tu deviens tellement un peu obsédé par ce que tu renvoies aux gens que c'est vraiment complexe de pas péter un câble, en fait, parce que c'est... Ouais. Mais je me suis dit ça hier, tu vois, quand je suis rentrée de vacances et que j'ai regardé tout ce que j'avais à faire au mois de février. Et je me suis dit, mais... Et parce qu'aussi, je me suis surprise en train de penser au spectacle, tu vois, à des heures tardives de la nuit ou quoi. Et hier, je me suis dit, non, mais rappelle-toi aussi que il n'y a pas que le travail. Mais c'est difficile de trouver l'équilibre entre le traiter avec sérieux et légèreté, et que c'est quand même un peu le centre de ma vie, moi, perso, mais qu'il faut pas que ça prenne toute la place non plus. Donc, ouais, c'était un petit combat, hein. Mais il faut redoubler d'efforts avec la santé mentale, justement, sinon, bah oui, on devient zinzin. Oui, mais regarde-toi, une partie de tes revenus, c'est via Instagram, via les vlogs. Ça veut dire que t'es obligé d'alimenter... Ah oui. De créer des trucs, mais je trouve que se mettre en scène tout le temps, aussi sincère ça soit, je trouve que ça demande une attention et un temps de cerveau. Et moi, je vois bien, là, ma life, depuis que je suis moins sur Insta, mais je me sens tellement mieux. Ah, mais c'est sûr. Et il y a des jours où ça va pas, j'ai pas du tout envie de dire avec mon code promo. C'est dur. Et en fait, c'est ça aussi, là, quand cette relation, elle se finissait et que ça me créait plein de soucis et tout, j'étais là, non, mais en fait, avec ce travail, je ne peux pas me permettre d'aller mal. Je n'ai pas le temps. Je dois faire rire les gens pendant 1 heure ce soir. Je dois être en face cam. Je ne peux pas avoir l'air d'avoir pleuré, tu vois. Donc, oui, ça, c'est dur, hein. Et comment dire? Et je fantasme grave de tout quitter les réseaux et tout, et de vivre d'autres choses. C'est sûr que je suis dépendante de ça, là. Mais c'est ça qui est fourbe, c'est qu'il faut être assez connu pour ne plus avoir besoin de réseau. Genre Ryan Gosling, il a pas Instagram. J'ai vu ça hier, j'étais là, mais mon beau. Ah ouais. C'est ça que je veux, c'est être Ryan Gosling. C'est possible, Fanny. C'est possible. Tant qu'il y a de la vie. Il y a de l'espoir. Et en même temps, enfin, tu vois, si on se dit ça, alors il faut être connu comme Ryan. Quelle pression, quoi. Oui, mais c'est ça qui est fou. En fait, moi, j'admire trop les gens, et il y en a énormément que j'aime bien, Phoebe Waller-Bridge et tout, plein de comédiennes que j'adore, qui n'ont pas Instagram, et je me dis, mais la paix qu'elles doivent avoir de juste faire leur taf. Mais incroyable, pas penser à faire une story, un truc... Tu dois pas te vendre, tu dois juste faire ton travail que t'aimes, ça doit être zinzin. C'est incroyable. Et ouais, je sais pas, moi je fantasme là-dessus en ce moment. Ouais, bah je te rejoins. J'ai pas de solution. Top, merci. Dernière question. T'as fait un vlog il y a pas longtemps sur ton vision board. Oui. Il y a quoi actuellement dans ton vision board? Eh bien, faut que je refasse mon vision board. Mais celui que j'avais fait il y a quelque temps, j'avais mis une image d'une femme sur scène devant un micro, alors que j'avais pas encore du tout l'idée de faire 7 heures. Parce que j'avais bien trop peur. Ouais, je sais plus, ou c'était juste avant que tu me donnes la deadline, peut-être. Bon, bah finalement, ça s'est concrétisé. Et qu'est-ce qu'il y avait encore sur mon vision board? Je voulais un couple. Il y avait le podcast, il y avait l'amour. Ouais, tout a bien avancé. Mais là, faudrait que je le remette à jour. Et tu vas mettre quoi dedans? Je vais mettre encore de l'amour, parce qu'il faudrait bien le trouver celui-là quand même. Je vais mettre, je sais pas, je pense que je vais essayer d'abord de me concentrer sur
comment j'aimerais me sentir, quoi. Plus que des cases à cocher ou des choses matérielles ou des choses mesurables, tu vois. Je sais pas. Parce que c'est ça, si on court toujours après le prochain truc, quand est-ce qu'on savoure, quoi, et qu'on apprécie un peu cette vie? Donc, je sais pas trop ce que je vais mettre. J'aimerais bien faire des petits voyages, là, au Japon, en Corée du Sud. France Inter, on n'a pas parlé. Oh, mon Dieu. T'aimes bien? Bah ouais, j'aime trop faire des chroniques à la radio. T'en as fait quoi, 2-3 là? Ouais. Et j'y retourne là en février. Je fais des petits remplacements comme ça là pour l'instant. Mais ouais, j'adore. Déjà, j'ai toujours aimé la radio, même quand j'étais journaliste. Je trouve ça un média trop stylé. Et d'être en direct et tout, il y a un petit stress, c'est trop sympa. Et ouais, j'aime trop. Trop contente. T'écris comment? Bah là, j'écris, putain. C'est fou ou pas? En fait, ce qu'il faut, c'est juste 2 millions d'auditeurs. Mais c'est ça, et une deadline et pas le choix. Et aussi le fait que ce soit court, donc ça me paraît moins insurmontable que... Voilà. Donc, je me lance. Quand j'ai le sujet, j'ouvre un doc, je commence à écrire un peu des idées comme ça, mais sur le téléphone, tu vois. Et après, je me pose vraiment avec. Et je sais pas pourquoi, ouais, dans ce contexte... Parce que peut-être c'est juste 2 pages, ou je sais pas, je me dis, c'est normal que ça soit pas bien pour l'instant, et tu peaufines, et ça devient un vrai truc, tu vois. Mais il me faut aussi, j'ai remarqué, une nuit de sommeil. Et après, reprendre. Parce que j'ai fait la dernière à l'arrache, là, et bon, dommage. Ça aurait été mieux avec une nuit de sommeil et une V2, quoi. Voilà, mais j'adore pour l'instant. Je suis très content. Et toi, ça te manque? Pas le moins du monde. Pas le moins du monde. Parce que, au bout de 5 ans, t'as capté, quoi. T'as donné. C'est, ouais, puis justement, moi, ce truc de format court, ça, je commençais à ne plus être capable que de faire ça. Et donc, quand je devais revenir sur des trucs longs, j'étais là, ouais, vas-y, j'ai pas la dopamine directe, ça m'intéresse pas du tout, quoi, de bosser longtemps pour avoir un seul résultat à la fin. Donc, ouais, là, maintenant, j'ai plus de dopamine, donc ça va beaucoup mieux, en fait, tout simplement. Quelle belle détox. Quelle belle détox, incroyable. Finalement. Donc, c'est quoi le dernier truc que t'as appris à ton sujet, ou même de manière générale? Le dernier truc que j'ai appris, ça va encore être trauma et tout là. Fonce. Parce que du coup, on va revenir un peu sur le couple. Qu'est-ce que j'ai appris là dans cette dernière expérience de couple? C'est un truc qu'on vous expliquera en thérapie imago, qui est un genre de thérapie de couple. L'imago, c'est une sorte d'image que tu t'es fait d'après les personnes qui ont pris soin de toi quand t'étais petit, donc bien souvent tes parents. Et c'est une nébuleuse comme ça, de qualités et de défauts. En psychologie, ça s'appelle l'imago. Et ton inconscient, il choisit un peu ton partenaire en fonction de ça, tu vois, qui correspond à certains aspects de cet imago. Fait que, quand t'es dans une relation de couple engagée, ça va venir appuyer vraiment sur les trucs qui restent à travailler, quoi. Vraiment sur... précisément sur les blessures d'enfance, quoi. Soit tu vas dire oh bah dis donc l'autre c'est un connard d'appuyer là, donc il faudrait qu'il change. Soit tu vas dire ah, ce conflit est une excellente opportunité d'évoluer et de voir qu'est-ce qu'il me reste à guérir, et peut-être mon partenaire va m'aider à le faire. Et là tu crées une alliance et tac tac. Voilà, j'ai appris que ça faisait ça, les relations de couple, en fait. Et ça je savais pas avant. Mais attends, je peux te dire un autre truc que j'ai appris sur la vie en général. Sois inspirante, Camille. Putain, alors attends, je vais être inspirante. Attends. Qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris vraiment que justement cette histoire de présence là, c'est quand même important, quoi. Parce qu'au final, pour résumer ce qu'on se disait sur la vingtaine et tout, comme j'étais toujours en train de courir après quelque chose, de me fuir moi-même, de fuir ma tristesse ou mon angoisse, je n'étais pas présente. Et j'étais un peu la seule chose qui manquait à ma vie, tu vois. J'avais toujours l'impression que quelque chose allait se produire, ou que quelqu'un ou qu'un truc de l'extérieur allait faire que le puzzle allait s'emboîter. Et en fait, depuis que j'ai travaillé un peu sur moi et tout, j'ai fait la paix avec plein de trucs et tout, et que je suis vraiment, mais tu sais, en mode petit Bouddha, quoi, juste présente, je suis là, tout est déjà là, en fait. C'est bon. Il manquait que moi, quoi. Donc voilà, soyez présents à votre vie et ne fuyez pas vos émotions, c'est une très mauvaise idée. Merci Camille. Avec plaisir.
J'espère que l'épisode vous a plu autant qu'à moi. Vous pouvez suivre Camille Lorente sur YouTube, sur Instagram, dans le podcast 4 quarts d'heure, sur France Inter et bien sûr en spectacle. Elle passe un peu partout en France, en Belgique, à Montréal. Le lien de billetterie est dans la description. Et puis évidemment, tant qu'à faire, n'hésitez pas à me suivre moi, @FannyRuet sur Instagram et à vous abonner à ce podcast, à laisser des étoiles, des commentaires, tout ça, vous connaissez. Des bisous! Et comme d'habitude, cet épisode a été mixé par le fabuleux, l'incroyable, le pittoresque Maxime Wathieu.